Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. 8 461 000 électeurs s'apprêtent dans un peu plus d'un mois à élire le futur président du Mali. Ces électeurs, hommes et femmes, sont convoités par les candidats qu'ils doivent départager par un acte que l'on appelle le vote. Qu'est-ce qu'alors le vote ? Quelle est sa charge morale, citoyenne et historique? Au Mali, vote-t-on pour le programme ou pour les hommes? Quelles sont les raisons des faibles taux de participation au vote au Mali et quelles en sont les conséquences? Problématique du vote au Mali est notre thème de ce soir. Mesdames, Messieurs, pour en parler, nous sommes avec M. Sédou Cissé, professeur de philosophie morale et politique à l'UNSUP. M. Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir de partager. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre deuxième invité est Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Maître Touré, bonsoir. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous avons aussi la participation à ces débats de M. Issouf Yago, politologue. M. Yago, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et notre quatrième invité est M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. M. Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Maître Touré, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que le vote et quelle est sa charge historique, morale et citoyenne? Merci beaucoup pour la question. Je pense que vous me faites beaucoup d'honneur en me donnant la parole sur une question aussi politique en présence des spécialistes comme M. Cissé, Camara ou M. Diago. Pour aller rapidement, sans faire de thèse là-dessus, on peut se dire simplement que le vote est un mode d'expression simplement d'un choix. Et dans l'espace démocratique, il est communément appelé le suffrage. Et ce suffrage, quand même, c'est un droit, non pas un devoir, parce que souvent on dit le vote est un droit en même temps un devoir. Ce n'est qu'un simple droit pour nous autres juristes. Le droit de manifester en tout cas son choix dans le cadre d'une élection, ce qui est différent forcément d'une délibération. Et ramené au champ politique, on peut se dire simplement que le vote est une technique de choix d'un dirigeant, et au même titre que le tirage au sort, au même titre également que le concours, parce que dans certains systèmes également, on implémente le système de concours. Donc voter en tant que tel, c'est, pour faire simple, c'est vraiment l'expression d'un choix entre beaucoup de candidats qui portent chacun des projets ou des programmes politiques. Son implication morale, vous l'avez dit, dans une approche purement historique, on peut simplement se rendre compte qu'il a énormément évolué. Et cette évolution, je pense qu'au cours du débat, nous aurons l'occasion d'en débattre sans dire plus à ce stade de mon intervention. Tout à fait. Merci, Maître Touré. Monsieur Yago, alors le vote, d'après Maître, est beaucoup plus une question de droit que de devoir. Et qu'est-ce que vous en pensez en tant que politologue? Je pense que le vote, comme il a dit, je ne saurais en rajouter plus. C'est un droit. C'est un droit, c'est le droit de s'exprimer, c'est le droit de choisir ses dirigeants qui vont organiser la cité, conduire les destinées de la cité. Initialement, c'était cela, et ça continue d'être cela. C'est un suffrage qui permet... Monsieur Hugo, on nous fait signe du côté de la technique que... D'accord. Et Monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez vous ajouter quelque chose à la définition du vote tel que donné par Maître Touré? Non, je crois que je suis d'accord avec pratiquement l'essentiel. Mais moi, j'ajouterais tout simplement qu'au regard des philosophes politiques et moraux, le vote a aussi un contenu moral. Parce que moi, je pense sincèrement qu'on ne peut pas parler de droit en essayant d'ignorer superbement les devoirs. Et ça veut dire tout simplement que le vote, si il est un droit, c'est aussi un devoir. Parce que si tout le monde disait que c'est un droit, simplement, je ne veux pas l'exercer, mais quels seront les citoyens qui vont bâtir la cité, qui vont contribuer au fonctionnement de la cité, qui vont donner de la légitimité à ceux-là qui doivent être les présidents de la République, les députés, les maires? Moi, je crois sincèrement que
Souvent, la spécialisation nous amène à vouloir, si vous voulez, avoir des particularités. Sinon, pour ne pas parler souvent des particularismes, quoi. Sinon, en réalité, moi, je ne sais pas comment on peut séparer les droits et les devoirs. Merci. Dans les cas de la cité. Merci, M. Cissé. Monsieur, faites attention aux micros qui sont vraiment hyper sensibles. Alors, M. Yago, je reviens à vous. Je vous ai coupé la parole. Oui. Excusez-moi, c'était pour rapidement gérer ce petit problème technique. Alors, quelle est votre perception du vote en tant que droit et ou devoir? Je pense que le vote, ils l'ont suffisamment énoncé ici. C'est un droit et un devoir également, parce que, comme il a dit, il faut contribuer à l'organisation de la cité, mais c'est d'abord un droit. C'est un droit de choisir ceux qui vont nous diriger. C'est une liberté surtout de pouvoir choisir les personnes qui seront amenées à gouverner la cité. Donc c'est un acte non seulement politique et juridique, et c'est un acte essentiel dans la démocratie qui fait vivre la démocratie. Je pense que c'est un acte qui est ancien, qui a eu plusieurs formes. C'était pas ouvert à tout le monde. Il a été censitaire, réservé aux hommes, et aujourd'hui il est universel. Donc c'est une avancée pour la démocratie. Je pense qu'on doit consolider le droit de vote, qui est également un devoir dans une certaine mesure. Merci, M. Yago. M. Camara, tout en vous permettant de réagir par rapport aux différentes définitions du vote autour de ces plateaux, est-ce que vous pouvez aussi, par exemple, nous parler en fait de toute l'importance du vote et surtout de savoir si au Mali, en fait, les uns et les autres savent réellement ce que ça implique? Bon, merci, M. Dissa. En fait, je crois que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel par rapport au vote, à la fois droit et devoir. Mais on est en politique. Il faut considérer que, n'est-ce pas, le vote est une avancée sur le plan politique, n'est-ce pas? Dans les sociétés démocratiques, déjà, n'est-ce pas, on peut considérer que c'est à travers le vote qu'on choisit les dirigeants, les leaders. Mais dans d'autres types de sociétés, le pouvoir était exercer autrement, ou même usurper autrement. Donc maintenant, quand on en vient même à la société démocratique, on verra que, n'est-ce pas, comme l'a dit M. Yago, tout le monde ne votait pas. Dans la Grèce antique, par exemple, pour voter, il fallait être citoyen. Et n'importe qui n'était pas citoyen. Les femmes, les mineurs, les étrangers, les métèques, n'est-ce pas? Donc les métèques étaient exclus, n'est-ce pas, alors de ce devoir de vote. Et ils n'avaient ni le droit ni le devoir de voter. Mais est-ce qu'au Mali, nous mesurons toute la portée, toute l'importance, la responsabilité de voter? Bon, vous savez, en posant cette question avec autant de sérieux, je me dis qu'au fond, c'est très important pour vous. Mais au fond, n'est-ce pas, dans la société, les citoyens n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension du vote ou de toute autre chose. Parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes niveaux de formation, nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas la même capacité de juger et de jauger les choses. Donc, en conséquence, n'est-ce pas, on ne peut pas dire que alors tout le monde accorde, ou bien en tout cas tout le monde, n'est-ce pas, dispose de la même lucidité par rapport à cette question du vote. Qu'est-ce que vous entendez par lucidité? La lucidité, c'est la perspicacité, c'est, n'est-ce pas, cette capacité rationnelle que chacun peut avoir de prendre du recul par rapport à une situation et en fonction de ces reculs-là, alors, n'est-ce pas, de se prononcer véritablement sur la question. Merci, M. Camara. Voilà. Maître Touré, alors, M. Camara parlait tout de suite de lucidité, ce qui nous amène alors à nous poser cette question. Pourquoi on vote au juste? Alors, pour qui on vote au Mali? Est-ce que les citoyens lambda maliens votent un programme ou plutôt ils votent pour un homme, selon vous? Alors, ça, c'est une question, en tout cas, qui est assez tentaculaire. Je pense qu'il y a une dimension sociologique, en tout cas, très intéressante derrière cette question.
La question du vote cessera d'être une vraie question à partir du moment où nous aurons un niveau d'éducation qui nous permet, comme le dit M. Camara, d'évaluer la pertinence même des choix que nous allons faire. Dans notre culture démocratique, il faut retenir simplement que entre l'homme et le programme, la question, les gens se la posent. Mais est-ce qu'on peut parler d'un programme sans un homme? Parce que tout programme est conçu et porté par une équipe à la tête de laquelle il y a un homme. Si vous jetez un coup d'œil dans la charte des partis politiques, vous allez vous rendre compte que l'article 42 dit expressément que les partis politiques contribuent à l'éducation citoyenne en plaidant par des programmes. Donc si on parle de ce postulat, on se dit que l'élaboration d'un programme est même une obligation légale parce que la charte des partis politiques a cet avantage d'être non seulement un document qui a une valeur juridique mais également une valeur morale. Donc les partis politiques doivent en tout cas compétir sur la base d'un programme. Et le programme maintenant c'est un document qui est élaboré, c'est la formalisation par exemple des idées, des mesures, des actes, des réformes, en tout cas, que le candidat entend mener. Donc, dans le programme, il y a des promesses, dans le programme, il y a des annonces, dans le programme, il y a des projections. Mais ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'il constitue également un engagement à mettre en œuvre tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les idées, les mesures et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a la possibilité d'avoir un élément d'objectivation et de mesure soit à mi-chemin, soit à la fin quand même du mandat qui est confié à la personne qui sort, en tout cas gagnante de l'élection. Donc c'est non seulement une formalisation d'idées, mais également un engagement. Et en troisième lieu, on peut dire également que le programme permet aussi de faire connaître un candidat et ça peut permettre également aux différents candidats de convaincre les uns et les autres de la pertinence de leurs idées, de leurs priorités par rapport aux données actuelles de la situation. Et là, vous parlez du programme comme obligation légale, vous avez dit. Exactement. Et vous parlez du programme comme moyen d'éducation citoyenne. Exactement. Mais est-ce qu'au Mali, les gens votent leur programme? Est-ce que les gens votent le programme? Moi, je pense que les gens votent le programme et les gens ne votent pas que le programme, ils votent l'homme aussi. Parce qu'on ne peut pas dissocier un programme d'un homme. S'il s'agit simplement de voter un programme, on n'aura pas besoin d'avoir un homme à la tête. On peut élaborer un catalogue de bonnes intentions avec des mesures qui, à la limite, sont irréalisables. Et on vote maintenant pour un groupement qui peut désigner, par exemple, quelqu'un en son sein pour porter le projet. Mais le programme est fondamentalement lié à la personne et on ne peut pas le dissocier. D'accord, j'ai bien compris cela. Et M. Cissé, alors M. Camara avait parlé de lucidité, Maître Touré parle de niveau d'éducation et nous sommes en train de parler de programme. Alors comment penser par exemple que des gens qui n'ont pas la lucidité par exemple nécessaire de comprendre un programme ou qui n'ont pas le niveau d'éducation démocratique requis, alors peuvent vraiment faire un vote pour le programme? Est-ce que finalement il ne s'agit pas plutôt d'un vote pour les hommes? Moi je me dis tout simplement, avant de parler de projet de programme, il y a des préalables en matière de vote. Et parmi ces préalables-là, on peut parler de la transparence du vote. On peut parler du secret du vote, on peut aussi parler de la vérification du vote. C'est-à-dire, quand on essaie de parler du vote, le vote, c'est une opération qui se passe un jour bien déterminé, encore pendant un temps bien déterminé. Mais avant le vote, il y a tout un pan d'activités, d'actions qui doivent être posées. En ce moment, ces actions doivent contribuer à ce qu'on a appelé la pacification de l'espace public. C'est à travers la pacification de l'espace public qu'on pourra en ce moment permettre à ceux-là, aux candidats, n'importe quelle élection, de pouvoir expliquer leur programme, ces projets. Et là maintenant, si l'espace public est déjà parasité, il n'est pas parasité par la mauvaise gouvernance. Je prends un ou deux exemples. Si vous prenez aujourd'hui les médias d'État, mais c'est parasité par la mauvaise gouvernance du régime. On ne permet pas, si vous voulez, à d'autres formations politiques. On n'anime pas de débats. Ces débats-là, mais on aurait dû faire 1001 débats à leur thème.
Mais pourquoi on ne le fait pas pour édifier les gens, pour sensibiliser, pour permettre aux partis de prendre la parole et d'éduquer, sensibiliser et présenter ce qu'ils veulent faire. Et surtout critiquer, proposer en même temps. Mais si on est dans un contexte où l'espace public est parasité par la mauvaise gouvernance des médias d'État, et même, si vous voulez, dans la conduite même des opérations de vote. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale, mais en son article 210, mais il est dit, en cas de force majeure, les ministres ont pas le loisir de dire dans telle localité, on ne peut pas tenir des élections. Mais tout ça, c'est pas, si vous voulez, c'est des points qui sont de nature vraiment à ne pas pacifier, à ne pas contribuer à la pacification de l'espace public, afin que les gens puissent s'exprimer, si vous voulez, en connaissance de cause. Moi, je pense sincèrement que, quel qu'en soit le degré de connaissance ou de compétence de la population, si on permettait aux gens de parler dans les médias d'État, de faire des débats sur des questions d'intérêt national, qu'on essaie tout simplement de respecter les règles du jeu, moi, je pense sincèrement qu'on pourra... La population peut être analphabète, mais elle n'est pas bête, à mon avis. Elle peut peut-être ne pas comprendre la langue de Molière, mais elle comprend le soninké, elle comprend le peul, elle comprend le soraï, elle comprend le tamashek, elle comprend le bambara. Mais nous sommes, les hommes politiques qui sont là, c'est des Maliens. Ils parlent soninké, ils parlent peul, ils parlent bambara. Mais pourquoi ne pas leur permettre, si vous voulez, de s'exprimer dans les médias d'État afin que les gens apprennent, les gens soient sensibilisés. Moi, je pense sincèrement que le problème, ce qui est en cause aujourd'hui... En définitive, je pense sincèrement qu'il faut qu'on comprenne que la démocratisation, si on veut la réussir au Mali, il faut qu'on évite, qu'on essaie de déparasiter l'espace public. L'espace public, ça veut dire quoi? Il faut arrêter l'instrumentalisation politique de l'identité. Il faut arrêter, si vous voulez, la mauvaise gouvernance des médias d'État. Il faut arrêter la mauvaise gouvernance même du processus électoral. À mon avis, voilà des conditions qui peuvent permettre, si vous voulez, aux hommes politiques de s'exprimer et de présenter ce qu'ils ont. Et le peuple maintenant est libre d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'il propose. Merci, M. Cissé. M. Yago, c'est vrai que M. Cissé parle de déparasiter en fait l'espace politique, l'espace public, en donnant plus de possibilités alors, à tous les hommes politiques de parler en fait, sur les médias sociaux. Mais nous savons quand même que, et j'ai dit les médias sociaux, les médias d'État, mais il n'y a pas que les médias d'État. Nous avons une multitude de radios privées, nous avons une multitude de journaux, nous avons une multitude de chaînes de télévision, mais les partis politiques, parce que vous êtes politologue, vous êtes homme politique, qu'est-ce que les partis politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux de la majorité, font concrètement pour participer activement à cette éducation et citoyenne dont tout le monde en a besoin? Et surtout, nous aimerions savoir, vous, votre position par rapport au quel type de vote, en fait, devons-nous attendre des Maliens? Est-ce des votes pour des hommes ou des votes pour des programmes? C'était ça la question. Je pense que je vais répondre directement à la question. Mon collègue de la droite n'a pas répondu directement à la question. Il avait d'autres griefs. C'est tout à fait légitime. Et il a le droit d'y revenir là-dessus et d'insister là-dessus. Ce n'était pas la question. La question était de savoir si on votait pour un programme ou on votait pour un individu. J'ai posé deux questions. À vous aussi de répondre à mes questions. Exactement. Je vais répondre par est-ce qu'on vote pour un programme ou pour un homme? Mais avant, qu'est-ce que les partis politiques font concrètement? Les partis politiques, apparemment, il est bien placé, mieux que moi, pour répondre à cette question, puisqu'il avait déjà commencé à traiter le sujet. C'est pourquoi je vais répondre déjà entre voter un programme ou un homme. Voter un programme, je dirais que sur cette question-là, comme Maître l'a si bien dit, on vote y compris pour un homme et y compris pour un programme, parce qu'il faut que le programme soit porté par un homme. Comme le disait un penseur, il dit souvent que les programmes, généralement, ne servent qu'à séduire, mais pas à gouverner. Effectivement, c'est ça en marketing politique. Si on analyse un programme, c'est un ensemble d'offres. Si on se place sur le plan du marketing politique, on propose quelque chose aux électeurs. Des électeurs considérés dans le langage du marketing comme des électeurs consommateurs qui, s'ils adhèrent, achètent par le biais de leur carte d'électeur notre programme et après ils auront toute la latitude de faire un service après-vente dans 5 ans. C'est pourquoi il est bon de dire qu'on vote y compris pour un homme, mais aussi pour un programme.
C'est très bien de soulever la question parce que cette question d'analphabétisme et d'insertion, je veux dire politique, si vous voulez, va entraîner la deuxième question que vous avez posée aujourd'hui, qui était de savoir pourquoi le taux de participation est à la baisse. On en parlera. Voilà, c'est parce que d'abord, les gens ne comprennent pas pourquoi, ils ne savent pas quelle est l'utilité même dans le voter souvent. Pourquoi je dois aller voter? Souvent, il faut aller les inciter à aller voter. Il faut les amener à aller voter par des moyens dont on sait. Et c'est dommage. Donc, il faut d'abord expliquer aux gens pourquoi aller voter. L'alphabétisation est très importante. L'éducation civique qui a été abandonnée est un élément qui est très important pour expliquer qu'est-ce que le président, qu'est-ce que l'État, ainsi de suite. Ce faisant, les gens vont comprendre l'intérêt du vote et vont se déplacer pour aller voter. Je ne pense pas que la question soit l'accessibilité à l'ORTM ou à d'autres chaînes de télévision. Je ne pense pas que ça soit la question principale ici. Il y a des autorités pour réguler cela. Si on n'est pas satisfait de cette question, on peut adresser un courrier à l'autorité pour qu'on puisse garantir l'égal accès aux médias d'État. Mais M. Yago, oui. Par rapport, quand même, il a soulevé un problème qui est quand même très important. Oui. Si on veut vraiment que le citoyen comprenne, en fait, le processus même du vote, vous avez parlé tout de suite du fait que le citoyen ne comprend pas tellement bien l'utilité du vote. Alors, qui doit en fait expliquer cela aux citoyens? Il a parlé des médias d'État, mais je pose la question aux hommes politiques que vous êtes. Il l'incombe. Il a dit dans ses propos ici, il incombe aux partis politiques. À tous. Les partis politiques. Ou à certains. Non, à tous les partis politiques, c'est dans la charte des partis politiques. Les partis politiques ont une fonction de formation. J'ai une fonction de formation, d'éducation, de l'électorat. Donc, les partis politiques, y compris de l'opposition que de la majorité, doivent jouer pleinement ce rôle pour pouvoir attirer, si vous voulez, les électeurs vers l'instrument de vote. C'est ça la question. Ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. Merci, M. Yago. M. Camara, et selon vous, finalement, après avoir écouté, je crois, toutes les autres positions, est-ce que vous aussi, vous allez me laisser balader comme ça, en me disant que on ne peut pas dissocier un programme d'un homme? Maître avait même parlé d'une équipe. Mais si, en définitive, nous devrions vraiment savoir, c'est-à-dire la nature de ce vote-là que nous faisons au Mali, est-ce pour des hommes, c'est vrai que c'est des hommes qui portent les programmes, ou alors finalement, si c'est pour les programmes, bref, qu'est-ce que, par exemple, vous voyez de bien, par exemple, dans les programmes, au-delà de l'offre dont parlait tout de suite M. Yago, au-delà du plan de gouvernance prévu dont parlait Maître, qu'est-ce que vous voyez d'utile encore dans ces programmes, ou alors, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, reprocher à ces programmes? Très bien. Donc, merci M. Dissa. En fait, moi je pense que le vote, c'est, n'est-ce pas, la question de l'élection même qui se pose. Hein. Il s'agit de choisir un homme, ou des hommes, ou une femme, pour présider aux destinées d'un pays, ou pour, n'est-ce pas, gérer les affaires publiques. Donc, par rapport à cela, il est clair que quand un homme politique ou un groupement d'hommes politiques va à la conquête du pouvoir, il est logique, et je crois que Maître l'a dit, n'est-ce pas, la loi même prévoit que, n'est-ce pas, ces hommes ou cet homme, n'est-ce pas, propose au peuple qui doit l'élire ou ne pas l'élire un programme. Mais il n'y a pas que pour les programmes qu'on vote pour les hommes politiques. On peut voter pour d'autres raisons. On dit que l'élection présidentielle, par exemple, n'est-ce pas, parce que c'est surtout de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Maintenant, le peuple, c'est un ensemble d'hommes, c'est des sujets pensants, qui pour telle ou telle raison peuvent être amenés à voter, n'est-ce pas, pour un homme, cet homme-là. Par exemple, n'est-ce pas, il y a des électeurs qui peuvent choisir de voter pour le président à cause de son charisme, à cause de son éloquence, à cause de sa beauté. C'est des raisons suffisantes pour voter pour quelqu'un. On peut voter, n'est-ce pas, pour quelqu'un à cause du programme alors qu'il présente. Mais ce programme, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de vœux, d'intentions
Mais dans le cadre, n'est-ce pas, du mandat représentatif, n'est-ce pas, que nous connaissons dans notre pays, vous pouvez avoir le meilleur programme, mais sans être tenu d'appliquer le programme, n'est-ce pas, que vous avez présenté, alors au peuple, au moment de votre élection. Parce que c'est dans le cadre du mandat impératif, n'est-ce pas, que le dirigeant ou les dirigeants peuvent être obligés, n'est-ce pas, d'appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Donc, on peut séduire, n'est-ce pas, l'électorat à travers un ensemble de bonnes intentions, c'est-à-dire l'école pour tous, la santé pour tous, l'emploi pour tous, mais une fois élu, on n'est pas tenu, n'est-ce pas, de donner la santé à tout le monde, d'éduquer tout le monde, et ainsi de suite. Donc, n'est-ce pas, ça veut dire que ces programmes-là, en réalité, quand vous les regardez, c'est vraiment du chiffon, quoi. C'est vraiment du chiffon. C'est vraiment, n'est-ce pas, des vœux pieux, un ensemble de vœux pieux, hein, qu'on présente à la population pour simplement, n'est-ce pas, la séduire. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on vote pour un homme. Donc, on vote pour un homme, pourquoi? Parce que le rendez-vous que le peuple a avec, n'est-ce pas, les différents candidats, ces candidats-là ne tombent pas du ciel. Ils sont nés parmi nous, ils ont grandi parmi nous, ils ont leurs parents parmi nous, nous les connaissons. Nous avons des rapports directs ou indirects avec eux. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de cet ensemble d'informations ou bien entendu, n'est-ce pas, des préjugés, parce que ce ne sont que des préjugés, que, n'est-ce pas, nous sommes amenés à fonder la raison pour laquelle nous choisissons tel ou tel candidat. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, hein, n'est-ce pas, notamment par M. Cissé, si vous permettez, je voudrais rebondir sur ça. Parce que très rapidement, il faut quand même qu'on soit assez clair quand il dit de déparasiter l'espace public. Moi, je ne vois pas en quoi l'espace public est parasité. Il faut quand même qu'on ait un regard rétrospectif. Par rapport à ces élections de 2018 qui se présentent, je ne pense pas qu'une loi électorale, n'est-ce pas, ait pu faire des avancées en matière de transparence, de représentativité de toutes les parties prenantes, que celles que nous connaissons aujourd'hui. Je n'en connais pas. Et, bien entendu, il y a des gouvernants qui sont au pouvoir, notamment le président de la République, la majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement qui est issu de cette majorité, qui mène, n'est-ce pas, un travail public au service de l'ensemble de la communauté. Et au regard des fonctions qu'ils occupent, je pense qu'il est de bon ton que, n'est-ce pas, les activités qu'ils mènent soient médiatisées par les médias publics, par les médias d'État. L'ORTM est un média d'État. Maintenant, en ce qui concerne la formation des militants, l'éducation civique, morale, citoyenne, n'est-ce pas, des militants, cela est dévolu à l'ensemble des partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Et d'ailleurs, il y a les financements des partis politiques, n'est-ce pas, qui justifient ce travail-là. D'accord, merci. Donc, maintenant, Camara, nous allons évoluer. Nous avons beaucoup d'autres sous-thèmes à traiter ce soir. Mais programme chiffon, vient de parler M. Camara. Est-ce que dès lors que quelqu'un n'a pas l'obligation de respecter le programme présenté au peuple, nous ne pouvons pas dire que les programmes sont effectivement des chiffons? Moi, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos quand je me suis basé sur la charte des partis politiques, qui a une valeur juridique et morale. L'article 42 est assez clair là-dessus. Je vous l'ai dit dans mes explications que le programme est la formulation des idées, des objectifs, et que ça constitue également aussi un engagement à le mettre en œuvre. Lorsqu'on ne le met pas en œuvre... Quelle est la nature de cet engagement? Mais c'est un engagement moral, c'est un engagement éthique. C'est un pacte, c'est un contrat social qu'on passe avec ses concitoyens. Je reviens un peu à la question de fond. Historiquement, moi je pense que dans l'idéal démocratique, le vote a été mis en place dans le cadre démocratique pour produire de la représentativité. Et la démocratie, idéalement même, elle est basée sur le pouvoir parlementaire. Parce qu'une seule personne ne peut pas être représentative. C'est dans un parlement, on peut avoir beaucoup de personnes, des femmes, des hommes, différentes classes sociales, différents âges et tout ce qui s'ensuit. Mais avec l'évolution, le vote ne parvient plus à produire cette représentativité parce que l'exécutif a pris le dessus sur le parlementaire. Nous sommes dans des systèmes où
l'exécutif a supplanté pratiquement le parlementaire, de sorte que l'idéal démocratique même de la représentativité qui est attaché au vote même a évolué un tout petit peu. Donc si cet idéal a évolué, on se rend compte simplement que le choix devient de plus en plus difficile. Choisir un homme pour gouverner. À cela, on peut dire simplement que le vote est un outil qui permet de donner ce qu'on peut appeler un permis de gouverner. Et quand on donne le permis de gouverner, on ne donne pas automatiquement ce qu'on appelle le code de gouvernement. Si on alors que pour avoir les permis, il faut d'abord connaître le code. Exactement. Et pourquoi c'est en l'envers? Donc c'est un mode de nomination démocratique qu'est le vote qui ne donne pas le code de gouvernement. C'est pourquoi les questions de sanctions deviennent assez difficiles par rapport à un engagement dont la nature elle-même elle est hybride. Elle peut être éthique et morale à la fois, ou morale ou simplement juridique. Donc je dis simplement, comme le permis de conduire, quand on a un permis de conduire et qu'on n'a pas un code de conduite, ça pose des problèmes. Donc c'est le code de gouvernement qui a un impact également sur ce qu'on peut appeler la perception et le sentiment, en tout cas des populations. On n'a malheureusement pas de baromètre de mesure de confiance, mais c'est l'un des éléments qui permettent d'aller dans le sens d'une idée qui consiste à dire pourquoi on vote, quelle est l'utilité du vote. Parce qu'on juge les personnes élues sur la base de leurs réalisations. D'accord. Et ces réalisations-là également n'interviennent que postérieurement au choix manifesté. Donc le vote en lui-même n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà du vote maintenant et réfléchir à un système de bon gouvernement. Où nous allons peut-être avoir eu le temps de parler de cela, en fait de l'alternative que nous pouvons peut-être trouver par rapport au vote. Monsieur Cissé, alors, je voudrais juste, en tout cas, monsieur, je voudrais vraiment vous dire qu'il ne nous reste pas encore beaucoup de minutes. Il nous reste maintenant 25 minutes et nous avons beaucoup d'autres choses à développer ensemble. Et la question que moi, je voulais vraiment vous poser, monsieur Cissé, ce n'est pas vraiment une censure. Je ne vous censure pas, mais seulement je veux vraiment qu'on gagne du temps. La question que moi, je voulais vraiment vous poser là tout à l'heure, c'est que nous voyons que le taux de participation, par exemple, à l'élection présidentielle au Mali, depuis 92 jusqu'à nos jours, n'a jamais atteint 50%. Est-ce qu'il y a un lien entre la participation du peuple au vote et la gouvernance de celui-là que le peuple va élire finalement? Est-ce qu'il y a un lien? Si oui, lequel? Merci beaucoup, mais je suis obligé de rebondir sur 2 points. D'accord, mais vraiment, je le ferai. Oui, je vais aller très vite. Un, je voudrais tout simplement que les tenants de la thèse que le programme est un chiffon, qu'ils relativisent un peu leurs propos, parce que moi je suis convaincu d'une chose, qu'il n'y a pas de peuple qui soit totalement bête. Que ce soit au Mali, au Burkina, en France, je ne crois pas à ça, à cette thèse-là. Je suis convaincu que un peuple, quel qu'il soit, il y a des gens qui n'ont pas le même degré de lucidité, de culture, etc. À partir de là, si on pose la question, est-ce que un peuple, par exemple le peuple du Mali, vote pour le programme ou encore pour un homme, il faut qu'on arrive à relativiser pour ne pas tomber dans ce qu'on a appelé une analyse unijambique. En ce sens que un programme, tous les peuples, si on leur explique le programme, ils comprennent des parties. Je vous donne 1 ou 2 exemples. Il n'y a pas longtemps, en Guinée-Conakry, les étudiants ont réclamé publiquement et devant les officiels du monde entier, dans une salle bondée, devant des officiels de l'international et autres là, à Alpha Condé, professeur Alpha Condé, où sont nos tablettes? Celui qui les a promises. Est-ce que le peuple, dans une partie, dans un compartiment, n'a pas quand même saisi, retenu cette promesse électorale? Et aujourd'hui, on est en train de le revendiquer. Au Mali, tous les jours, on réclame au président actuel les 200 000 emplois. C'est lui qui les a promis. Est-ce que ce n'était pas dans son programme de gouvernance en 2013? Je me dis tout simplement, il faut qu'on arrive tout simplement à relativiser. Oui, il y a ce qu'on a appelé dans un choix, un choix n'est pas totalement rationnel, mais il n'est pas totalement subjectif. Et ça veut dire que l'homme qui se présente, et sa séduction, tout ce qu'il a dit, ses qualités humaines, peuvent aussi intéresser
une partie ou encore des populations. Maintenant, pour terminer, je citerai ceci, tellement que je suis conscient de ça et je pense quand même tout simplement que ces deux arguments, il faut les tenir parce que si on essaie de tenir seulement un seul argument contre l'autre, on ne fait pas une analyse, à mon avis, complète. René Aron disait que, en fait, c'est sa position à lui aussi, même si je ne la partage pas, il y a une part de vérité. Quand vous demandez à un peuple de voter, il dit que le peuple va choisir entre la personne qu'il préfère pour détester, c'est pas contre la personne qu'il déteste. Dans ces cas, demander à voter souvent au peuple, c'est demander à choisir ce que vous préférez et ce que vous haïssez. C'est un peu ça sa philosophie, sa conception. Maintenant, pour revenir, si vous voulez, à la loi électorale, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. S'il vous plaît, non, elle n'est pas absolue. Laissez-moi vous interrompre. Laissez-moi vous interrompre. Gagnons du temps. Oui, Quel est, selon vous, le lien entre la participation au vote et la gouvernance après? La loi électorale malienne, elle n'a pas été obtenue en l'absence de l'opposition. Très bien, ça c'est important à comprendre. Très bien, maintenant, pour aller à la question, le lien entre le taux de participation et les programmes de gouvernance au Mali, moi je pense sincèrement que tu as bien présenté la question parce qu'en réalité, en essayant de faire de jeter un regard rétrospectif sur l'histoire des élections présidentielles du Mali, effectivement, aucun scrutin présidentiel nous a permis d'atteindre 50%. Okay. Le plus élevé, je crois que c'est celui de 2013. 2013, avec 48%. 48%. Oui. Là, d'accord. Maintenant, moi je pense sincèrement que le taux de participation, il est important en matière de vote parce que ça détermine, c'est l'aune à travers laquelle on peut jauger, si vous voulez, la légitimité d'un dirigeant. Parce que plus le taux de participation est élevé, plus sa légitimité aussi est importante. Dans ce cas, il y a un lien de proportionnalité entre, si vous voulez, le taux de participation et la légitimité. Mais en réalité, tout ça, ça nous amène tout simplement à parler du fait que si la démocratie n'est pas expliquée, si la démocratie, c'est pas en tant que culture n'est pas cultivée, on n'arrive pas à cultiver la démocratie à travers les débats, à travers, si vous voulez, l'éducation. Mais en ce moment, finalement, on constate que il y aura, si vous voulez, une élite en haut et le peuple va dire que ce n'est pas son affaire. C'est pourquoi je me dis, et je le maintiens, je pense sincèrement qu'on doit travailler pour avoir des hommes d'État qui sont capables tout simplement d'agir pour l'intérêt général et cela de façon désintéressée. C'est vraiment important. Merci M. Sissi et M. Yago. Quel est selon vous le lien entre le taux de participation et la gouvernance qui suit après? Je vous remercie, M. Tissa, de nous ramener dans le débat. Je pense que mon collègue est en train de nous faire sortir du débat un tout petit peu. Les questions ici sont tellement claires qu'on nous pose la question de savoir quel est le lien entre le taux de participation et d'une part, on nous parle du programme. Est-ce qu'il est important ou on vote pour un homme? Je pense que c'est ça le fond du débat. Pour les autres questions, on aura l'occasion d'en débattre un autre jour si vous le souhaitez. Si vous voulez... le taux de participation, il est très important dans une élection. On est d'accord avec cette question-là. Mais, comme vous l'avez si bien souligné, le taux de participation n'a jamais atteint 50%. Parce que il faut chercher les causes, au fait, de cette question-là. Les causes se situent dans plusieurs variables explicatives, comme dans d'autres pays. Ce n'est pas propre au Mali. En fait, les variables explicatives du vote sont claires, au fait. On vote soit en fonction de son âge, en fonction de son milieu social et en fonction de son éducation. On suppose que plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on s'intéresse aux élections et plus on est amené à voter. Et donc la conséquence, c'est que si on a un taux d'analphabétisation assez élevé, le taux de participation ne sera moindre. Parce que l'individu ne sait pas que son vote est important et que sa seule voix peut changer certaines choses. Ça, il faut qu'on l'explique aux individus, qu'ils sachent que le vote, il est très important et que sa voix compte. Ne serait-ce qu'une voix, elle compte. Deuxième aspect, la sensibilisation de la part des acteurs politiques, elle est assez faible. Elle est assez faible et elle intervient qu'à la veille des élections, par d'autres manières. Alors que cette sensibilisation, elle doit être continue, ça doit être une formation, comme il est dans la charte des partis politiques. Il y a d'autres aspects, il y a une défiance vis-à-vis du politique et de la politique. Les gens ne font plus confiance
aux politiques et à la politique. Par moments, ils sont dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas se déplacer à aller voter. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi la transhumance politique qui est là, qui force le jeu démocratique. L'électeur se dira que je vais voter pour telle personne sur une coloration quelconque, et le lendemain, je trouve la même personne ailleurs. Donc, il ne va pas se déplacer pour aller voter, parce que ça ne sert à rien. Donc, tout ceci explique la baisse du taux de participation. Maintenant, Monsieur Yago, ce que je voudrais vraiment comprendre, est-ce que quelqu'un qui a été élu à la suite d'une participation allant jusqu'à 48%, et l'autre qui est élu à la suite d'une participation allant à 10%, est-ce que ces deux présidents, par exemple, partent avec les mêmes chances pour arriver à mieux gouverner? Non, parce que les deux ne partent pas avec la même chance, parce qu'il y a une question de légitimité. Pour une fois, je suis d'accord avec lui cette fois-ci. C'est qu'il y a une question de légitimité qui est là. C'est une notion qui est juridique en même temps qui est politique. Ça veut dire qu'il y a une adhésion à votre projet, il y a une adhésion à votre cause. Et elle est très importante, ça vous permet de gouverner facilement. Quand il n'y a pas cette légitimité-là, il y a une défiance vis-à-vis des gouvernants. C'est pas nous qui l'avons voté dans tous les cas, il est là et on est obligé de le subir. Ce n'est pas ça, c'est pourquoi il faut inciter les gens à aller voter et maximiser au maximum, avoir le maximum de personnes qui votent aux élections. C'est un gage de sûreté, c'est un gage de stabilité politique. C'est ce qui est la vérité, parce que entre 40 et 10, c'est vrai qu'il n'y a pas match. C'est vrai, celui qui a plus de votants a plus de légitimité que celui qui n'a pas, qui a les 10%. Donc c'est ça la question, effectivement. Monsieur Camara, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ces liens entre la participation au vote et la gouvernance qui suit? Bon, je crois que l'essentiel a été dit, sauf qu'en regardant, n'est-ce pas, dans les rétroviseurs, on remarquera par exemple qu'en 1997, si j'ai bonne mémoire, alors on a eu un taux de participation extrêmement faible au Mali ici, parce que la présidentielle a opposé le président Alpha Omar Konaré à ce qu'un candidat de l'opposition à l'époque avait appelé un demi-candidat. Et on sait qu'au fond, n'est-ce pas, le taux de participation n'était pas élevé parce que ces élections ont été boycottées par l'opposition, n'est-ce pas, le COPO, le collectif des partis politiques de l'opposition. Mais en réalité, si on peut déjà se poser des questions par rapport à la légitimité du président Alpha en 1997, force est de constater que c'est lors de ses seconds mandats que les plus grandes réalisations, les plus grandes réussites, n'est-ce pas, du président Alpha ont été effectuées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut statistiquement estimer que lorsqu'un président est élu, n'est-ce pas, sur la base d'un fort taux de participation, il a plus de légitimité, et ayant plus de légitimité, n'est-ce pas, alors cela peut mieux booster son programme, son action, et lui permettre de réussir véritablement, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs politiques. Maintenant, le plus fort taux de participation, c'était en 2013, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que après 2013, quelque part, n'est-ce pas, alors il y a eu des difficultés. Pourquoi? Cela explique un peu le caractère aléatoire même, n'est-ce pas, de l'opinion. Parce que l'opinion peut être en faveur d'un candidat ou bien aujourd'hui et n'est-ce pas, bien entendu, donc dans ces conditions, n'est-ce pas, je crois qu'il y a lieu de relativiser, n'est-ce pas, en tout cas, cette question-là. Merci, M. Camara. Monsieur, il ne nous reste plus que 10 minutes maintenant. 10 minutes. Et ça, pour moi, assez suffisant quand même pour parler du dernier sous-thème de la rencontre de ce soir. Maître Touré, est-ce que nous pouvons penser à d'autres alternatives même au vote, à cette façon de voter au Mali, en Afrique de façon générale? Bref, le pouvoir finalement, comment s'obtient-il? Par le vote, par le citoyen ou par Dieu? Ça, c'est de la théologie, de la politique. Moi, je pense que nous avons opté pour un régime politique, en tout cas sur la base de notre constitution, il est démocratique, et les citoyens s'expriment par le suffrage. Donc, à ce jour, ce que nous avons,
comme technique de choix, c'est les élections. À côté des élections, vous l'avez évoqué, il y a d'autres techniques, notamment le tirage au sort, il y a également le concours. Bon, malheureusement, on ne peut pas parler de concours pour des présidents, mais le tirage au sort également est une donnée aussi qui peut intervenir et qui est intervenue également sous certains yeux dans d'autres endroits. Même la traduction du vote en Bambara, c'est Kalafili, Kalata, Kalafili. Donc ça veut dire simplement que nous avons une conception du vote qui ne me paraît pas exacte dans la traduction Bambara, parce que Kalata, Kalafli, ça ne signifie pas forcément le vote. Kalata, ça c'est ça. Est-ce à dire que nous ne sommes pas encore prêts pour ce type de vote-là que nous connaissons aujourd'hui? Bon, moi je ne dirais pas qu'on n'est pas prêt, mais je dis simplement qu'il y a un problème de traduction, en tout cas en ce qui concerne ces expressions. Et le hasard, en tout cas dans le Kalafli, n'est pas la même réalité que dans le vote qui est un suffrage exprimé librement sur la base de programmes, de promesses ou d'annonces faites par les candidats. Donc cette technique de choix, peut-être qu'il faudrait la réfléchir, la mûrir sérieusement pour pouvoir, en tout cas sur le plan académique, c'est très intéressant comme idée, on peut la développer, mais dans la réalité, nous avons fait une option pour l'expression du suffrage et on est obligé d'aller, en tout cas pour les élections à venir, vers ce mode d'expression. Pour continuer toujours dans la même lancée, est-ce que c'est Dieu qui donne le pouvoir ou c'est les citoyens? Nous sommes tous des croyants, nous savons que ça se dit couramment, Allah de Befangadi, Allah Nolé, tout le monde le dit. Voilà, donc maintenant, à partir de là, dans notre inconscient même, nous avons cette donnée qui consiste à dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu donne vraiment le pouvoir, est-ce qu'il est utile d'aller aux élections? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Peut-être que c'est une des raisons aussi sociologiques, peut-être religieuses ou culturelles, qui peuvent expliquer le faible taux de participation. On a ça en nous. Et nos dirigeants, même le président de la République, il l'a évoqué à beaucoup de fois, Mronoté à la Nolé. Donc ça veut dire simplement que nous-mêmes avons intégré que le pouvoir, en tout cas, il vient de Dieu. S'il vient de Dieu, c'est vrai, nous sommes des hommes, il nous a dotés de raison. Et notre rôle dans cette transmission divine du pouvoir, c'est quoi? C'est l'organisation, en tout cas du processus, et c'est là où nous tombons dans les contingences humaines relatives à la loi électorale qu'on peut perfectionner, relatives au rôle des partis politiques, relatives également à la conception des programmes, et également à la tenue des promesses qu'on a à faire à gauche et à droite. Moi, je pense que l'un comme dans l'autre, le pouvoir, en tout cas tel qu'il est, en tant que croyant, on peut estimer qu'il est un don divin, mais en tant qu'humain rationnel, on peut se dire simplement que notre responsabilité est processuelle dans le cadre de cette dévolution divine du pouvoir. D'accord, merci maître. Et quel serait votre dernier mot pour tout ce qui a été dit ce soir? Bon, mon dernier mot simplement, c'est de se focaliser sur quelque chose qui est très important pour moi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il ne suffit pas simplement de voter, il faut d'aller au-delà du vote et de s'organiser en veille citoyenne. Parce que, comme on l'a dit, la démocratie a réduit le peuple à l'expression de sa simple voix, alors que le peuple est également un œil. Et c'est cet œil du peuple qu'il faudrait qu'on réveille par la veille citoyenne, par la surveillance des engagements, par également sa pertinence à s'opposer chaque fois que des actes qui sont posés par le gouvernement ne vont pas dans le sens de l'intérêt. Notre histoire récente a démontré quand même qu'il y a une dynamique citoyenne nouvelle qui est en train de naître dans ce pays. Et c'est cette dynamique qui doit continuer. Et tant qu'il n'y aura pas la veille citoyenne, on va faire toujours des élections, notre sort restera toujours le même. Merci. Quelle que soit l'issue des élections à venir, seule la veille citoyenne permettra aux populations simplement de s'en sortir. Merci, Maître Touré. Monsieur Yago, votre dernier mot en 2 minutes. Je pense que sur ce point, le temps ne nous permet pas, sinon on allait évoquer les solutions pour pouvoir essayer d'apporter des solutions au faible taux de participation. C'est-à-dire que au gouvernement, nous avons dit d'accentuer l'alphabétisation bien naturellement et de voter une loi contre la transhumance qui sape la démocratie. Au parti politique, c'est d'aller à la sensibilisation des électeurs, effectivement, et accentuer la formation des électeurs. Et pour mon dernier mot, pour revenir à ce que Maître a dit, c'est que la veille citoyenne, elle est très importante. Ça nous permet d'avoir cette stabilité et d'avoir l'œil sur la gouvernance du pays. Mais il faut que cela se fasse dans le respect des règles de la République. Et c'est très important. Ce sera mon dernier mot ce soir. Merci, M. Yago. M. Cissé. Merci beaucoup, M. Dissa. Bon, moi, je pense sincèrement que
le vote en démocratie est une opportunité. Et si on arrive à préparer comme ça se doit ce vote-là, au préalable, je pense sincèrement qu'on pourra permettre toujours au peuple de s'exprimer. S'exprimer en chassant bien les promesses, les programmes qui sont, même si ce n'est pas totalement, on retiendra l'essentiel des programmes, surtout s'ils sont évoqués, présentés dans les langues nationales du pays. Je suis optimiste, je pense que la démocratie reste toujours une opportunité, le vote est un élément important de ça. Je pense sincèrement que l'enjeu principal de l'élection présidentielle du 29 juillet, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir vraiment un président assez compétent pour nous éviter compétent politiquement. C'est important. Pour nous éviter vraiment, c'est pas des mauvaises gouvernances, des questions de sécurité, de paix qui nous envoient aujourd'hui droit dans la guerre civile au centre du Mali. Des exactions extrajudiciaires, c'est horrible. Il y a une banalisation du mal qui se passe aux vies aussi de tout le monde au Mali. Moi, je pense sincèrement que si l'homme politique ne s'assume pas, on n'aura pas la paix et la sécurité au Mali. La paix et la sécurité sont d'abord des questions politiques avant d'être vraiment des questions militaires. Je pense sincèrement, je suis optimiste. Je crois que nous allons pouvoir nous donner un meilleur dirigeant qui va nous permettre de sortir de là. Merci, M. Cissé. M. Camara, en 2 minutes. Merci beaucoup. Vous savez, la démocratie, n'est-ce pas, depuis, Platon, en tout cas, Platon l'a dit, hein, la démocratie, n'est-ce pas, ce n'est pas nécessairement le meilleur des régimes. C'est d'ailleurs un régime problématique. Pourquoi? Parce que le démon, c'est-à-dire le peuple, compte tenu de son niveau d'éducation, de formation, alors peut malheureusement, n'est-ce pas, être manipulé, instrumentalisé par des démagogues qui peuvent, n'est-ce pas, s'emparer du pouvoir. Et quand Maître parle, n'est-ce pas, de veille citoyenne, ça suppose que les citoyens, n'est-ce pas, alors à un certain niveau de culture et une capacité de recul qui lui permettrait d'éviter d'être, n'est-ce pas, au service des gourous, hein, n'est-ce pas, des gens, en fait, qui ne sont pas nécessairement bien inspirés, ou en tout cas qui ne sont pas bien intentionnés. Pourquoi? Parce que toutes les sorties ne sont pas nécessairement bonnes. Tous ceux qui appellent à sortir ne sont pas nécessairement les meilleures personnes. Et les sorties, n'est-ce pas, ne se font pas toujours pour les bonnes causes. Donc, si les citoyens doivent sortir, ça doit être véritablement pour la bonne cause, hein, à mon avis. Maintenant, qui donne le pouvoir? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Ça a toujours été un débat. Maintenant, les hommes ont leur rôle. Mais c'est clair que quand on regarde, n'est-ce pas, l'histoire des élections présidentielles, très généralement, on est surpris souvent, n'est-ce pas, par l'homme ou la femme qui s'est fait élire. Ce qui, quelque part, pose, n'est-ce pas, n'est-ce pas, nous amène à penser que, alors si l'homme joue un rôle important dans ça, il y a, n'est-ce pas, la main de Dieu ou d'un esprit supérieur. Et vous me permettrez, n'est-ce pas, de terminer en citant quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, n'est-ce pas, parce qu'il n'est pas... voilà, Hegel. Hein, Hegel, pour les raisons, n'est-ce pas, qu'on sait, hein, parce que ce n'est pas l'ami des Africains quand même, mais il a quand même donné une belle citation que j'aime bien. C'est que quelque part, Hegel pense que les hommes peuvent toujours avoir leurs options, mais, n'est-ce pas, ils sont au service d'un esprit supérieur. C'est pourquoi il dit que, n'est-ce pas, les hommes, dans leur agissante vitalité, cherchent et obtiennent leur bien propre, mais ils sont toujours les outils, les instruments d'une chose plus grande, plus élevée qu'ils ignorent et réalisent inconsciemment. Merci. Donc peut-être que nous... Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous étions sur la problématique du vote au Mali et nous avions comme invité M. Seydou Cissé, professeur de philosophie morale et politique à l'UNSUP. Nous avions aussi la compagnie de Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Nous étions aussi avec M.
Issouf Yago, politologue, et M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour d'autres numéros politiques, thémas. D'ici là, portez-vous bien. Merci.